Bonjour à tous, merci d'être là donc, pour ce deuxième jour des Réuniques à Martigues. Les Open Plateaux donc, continuent aujourd'hui et nous avons choisi comme premier thème de parler de l'émergence des nouveaux lieux liés au numérique, donc les fameux tiers-lieux. Alors, on l'a vu dans le premier débat ce matin, le numérique induit des nouvelles formes de travail et les espaces de coworking qu'on voit éclore un petit peu partout sont en fait le milieu naturel des travailleurs numériques. On y revendique une nouvelle liberté de penser, d'expérimenter, de créer des passerelles aussi entre des métiers parfois assez éloignés. Et donc, dans cette discussion, on va se concentrer en fait sur ces lieux où s'inventent ces nouvelles manières de travailler. Et on va partir de l'expérience des intervenants que nous avons le bonheur de réunir autour de la table cet après-midi. On va essayer donc à partir de là de définir ce que sont exactement ces lieux et quels sont leurs objets et leurs objectifs. Et on va peut-être même s'aventurer dans des lieux virtuels et du coup poser la question brûlante de savoir si les lieux virtuels sont aussi des tiers-lieux. Alors, je vais commencer un peu par une sorte de tour de table. Je vais en fait vous poser la question un peu à chacun de qu'est-ce qui est spécifique dans votre lieu, puisqu'on a des lieux, on va le voir, très différents, et aussi ce qui est commun finalement, ce qui fait que c'est un tiers-lieu lié au numérique, qui n'aurait pas existé sans l'arrivée de la révolution numérique. Donc je vais commencer avec vous, Pierre-André, donc de la médiathèque de Pertuis. Alors, c'est une médiathèque, mais pas seulement, d'après ce que j'ai compris. C'est un lieu multifonction où il y a des activités qui ne sont pas les activités traditionnelles des médiathèques jusqu'ici, qui sont aussi hébergées. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quoi c'est un tiers-lieu et qu'est-ce qu'on y fait dans cette médiathèque ? Alors peut-être au départ, faudrait-il s'interroger sur la définition de tiers-lieu et avoir un petit échange entre nous sur justement quelle représentation nous avons du tiers-lieu. Parce qu'en fait, dans le terme tiers-lieu, dans les deux termes tiers-lieu, il y a une représentation infinie de ce que ça représente ou ce que ça peut représenter. Et ce qui serait peut-être bien de faire dans un premier temps, c'est s'interroger justement chacun avec nos propres expériences, nos propres lieux. Voilà, alors je peux laisser la parole à Martine. Dans un premier temps, je commence. Bon, alors. Donc pour moi, le tiers-lieu, il y a une approche qui peut être tierce. La première chose, le tiers-lieu va être conditionné par trois choses. Juste en préambule, rappeler que la définition que l'on peut trouver d'ailleurs sur Wikipédia, c'est que le tiers-lieu représente en fait l'endroit où on ne se situe pas sur son lieu de travail, mais dans lequel on se sent aussi bien que chez soi. Ça, c'est un petit préambule. Ensuite, pour le tiers-lieu, la définition qu'on peut apporter, c'est qu'en fait, pour moi, trois critères peuvent entrer en jeu pour le définir. Le premier, et il n'y a pas de notion d'hierarchie ou d'importance, voilà. Trois entrées identiques, on va dire. La première, c'est l'animateur. C'est-à-dire qu'un tiers-lieu peut être défini autour de son animateur. Voilà. J'ai un exemple qui me passe en tête, il vaut ce qu'il vaut. Mais si je vais voir en Camargue, je ne sais pas moi, autour d'un marais, la faune qui s'y trouve et qu'il y a un animateur qui est là pour présenter le paysage, la faune, la flore, etc. Ben déjà là, on peut avoir peut-être une petite notion de tiers-lieu parce qu'il y a un échange porté par une personne qui dirige, ou enfin pas qui dirige justement, mais qui anime un groupe. La seconde entrée, c'est le lieu. C'est-à-dire que le lieu, alors une interrogation à propos du virtuel bien sûr, mais quand même la deuxième notion, le deuxième critère, c'est le lieu. La troisième... Donc pour vous, un lieu physique, c'est ça que ça veut dire ? Non, pas forcément, je reviendrai, non, je laisse à chacun le soin de s'exprimer. Bon. Donc le deuxième, c'est le lieu. Le troisième, c'est la communauté. C'est-à-dire la communauté aussi permet l'agrégation de personnes sur un sujet donné et peut amener à la création d'un tiers-lieu. D'accord. Alors, Martine Sousse, donc vous êtes la cofondatrice de la Boîte à Marseille, près du Vieux-Port. Votre définition du tiers-lieu, à vous, quelle est-elle ? En ce qui nous concerne, c'est un lieu physique qui s'est développé en 2007, à peu près au même moment que la cantine à Paris.
C'est un réseau, le réseau des cantines, un réseau de tiers-lieux. C'est effectivement, comme disait Pierre-André, le lieu qui n'est ni la maison, ni le travail, mais où on se sent à son aise pour produire, échanger, travailler éventuellement. Chez nous, c'est ce qu'il se passe. Le lieu accueille de jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets ou des salariés qui sont détachés par leur entreprise, qui par exemple a sa direction générale à Paris et qui veut mettre en place une petite équipe à Marseille pour lancer un marché ou je ne sais quoi. Donc en fait, notre lieu est lié au numérique et est plutôt dédié à la création d'activités. C'est une spécificité qu'on a depuis l'ouverture, depuis 2007. Et programme d'animation extrêmement important dont parlait tout à l'heure Pierre, porte exclusivement aujourd'hui sur des animations autour des nouveaux usages et des nouvelles fonctionnalités utilisant le numérique. Ce n'est pas un espace de geek, mais c'est un espace qui utilise le numérique comme la plupart des tiers-lieux. Et c'est à Marseille, sur le Vieux-Port. D'accord. Et pour vous aussi, cette notion, la présence d'un animateur est indispensable pour qu'il y ait un tiers-lieu? C'est l'âme d'un tiers-lieu. L'animateur, c'est l'animateur, la structure d'animation ou la co-animation avec les coworkers, ce qui est fréquemment le cas, qui est le cas chez nous. C'est un dispositif très souple, très ouvert et qui constitue la valeur ajoutée du tiers-lieu par rapport à un télécentre ou un bureau d'affaires qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons, mais qui sont des lieux où on travaille. On ne se sent pas du tout proche de ces dispositifs-là qui ont une autre fonction. Quel est le dispositif dont vous parlez? Pardon. Structure d'animation, stratégie d'animation permanente et un modèle qui est très... Ah pardon, le modèle... Oui. Lieu d'affaires, centre d'affaires, bureau d'affaires, télécentre, qui sont des lieux souvent de bureaux privatifs qu'on loue pour une journée, un mois, un an. Ça, voilà. On loue une salle simplement, voilà, en fait. Tout à fait. Alors, Christian Garcia, donc vous, c'est l'Atelier des Collines à Manosque. Donc, c'est aussi, selon vous, un tiers-lieu, le lieu que vous animez ou... Oui, je pense. En reprenant les définitions qui ont été données, je ne vais pas être différent, je ne vais pas dire des choses différentes. C'est vraiment ni le bureau au travail, ni le domicile. Et je pense là tout particulièrement aux salariés télétravailleurs qui ont des difficultés à travailler chez eux et qui, un jour ou 2 jours par semaine, peuvent utiliser d'autres lieux comme un espace de travail partagé. La spécificité à Manosque, je veux dire que c'est en négatif, mais en l'absence d'animation pour le moment. L'animateur, effectivement, compte énormément. Et les bénévoles, des animateurs, les coworkers eux-mêmes qui pourraient développer des événements, développer des animations, des formations, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place pour que le lieu soit vivant et qu'on arrive à partager autre chose que le travail. Oui, c'est ça, parce que finalement, il y a aussi des lieux de coworking où les gens viennent parfois à la journée et où finalement on voit une salle avec des gens qui travaillent, mais on a l'impression que la seule chose qu'ils échangent vraiment, qu'ils partagent, c'est la machine à café et pas beaucoup plus. Donc je suppose que tout l'objectif des tiers-lieux... Lieux de coworking. Ce sont des lieux de travail, mais ce n'est pas des lieux de coworking. Il y a coworking quand il y a une volonté de démarche collaborative, coopérative, des solidarités professionnelles, qu'on les mette en œuvre ou pas, parce qu'il y a des jours où on doit bosser, on a le nez sur l'ordinateur et on ne lève pas le nez. Mais par contre, quand l'échange se passe, c'est un échange de pair à pair et c'est un échange solidaire, voilà, sans faire de l'angélisme. Hein. C'est efficace et ça fonctionne bien comme ça. Oui, je pourrais juste compléter ce que je disais en précisant que la coopération entre les différentes personnes qui travaillent dans l'atelier des collines commence à se faire. Entre un développeur web, un porteur de projet, un web designer, un graphiste, on arrive à avoir cette population de personnes qui travaillent ensemble. On commence. Et c'est effectivement l'objectif. C'est là où on reconnaît un espace, la différence entre un espace de travail partagé, un espace de coworking, et un centre d'affaires, un bureau qu'on loue à la journée ou au mois. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une complémentarité entre les gens qui viennent fréquenter ce lieu-là. Oui, elle naît naturellement après. Encore faut-il que les personnes aient des métiers qui le favorisent. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais quand ça arrive, c'est génial. Oui, tout à fait. Pardon. Ah, voilà. Non, simplement, il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame entre tiers-lieu et coworking. Voilà. C'est-à-dire que là on a glissé
c'est le terme exact, Oui, on a immédiatement tendance à... vers le coworking, alors que le tiers-lieu rassemble tout. Et le coworking n'est qu'une brique parmi d'autres des tiers-lieux. On pourrait imaginer un marché, on pourrait imaginer la place du village d'antan, pour moi c'est un tiers-lieu, le lavoir, etc. etc. Et le coworking n'est qu'une brique parmi toutes ces possibilités de définition, enfin pour définir un tiers-lieu. Oui, tout à fait. C'est vrai que comme les réuniques sont centrées sur le travail, au départ, la perspective était plus sur les tiers-lieux où on travaille. Mais c'est justement intéressant de voir qu'il y a d'autres lieux qui ne sont pas a priori destinés au travail, comme une médiathèque, qui peuvent être aussi finalement un lieu de ressources pour des travailleurs indépendants. Alors, je vais me tourner maintenant vers vous, Pierre-Yves Pérez. Donc, vous développez un lieu, mais qui est virtuel. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de cette expérience dans les quartiers nord? Je représente un réseau de recherche-action qui s'appelle le réseau FOGAS, qui, en collaboration avec le CNRS, s'intéresse aux pratiques collaboratives humainement responsables. Et on a été approché donc par une association marseillaise qui travaille dans les quartiers nord, qui s'appelle Arborescence, et qui avait le souhait de créer un lieu. Donc, on arrive aux définitions que je partage avec vous, de créer un lieu qui soit un lieu de partage, de collaboration, d'échange culturel entre à la fois les habitants, à la fois les entreprises, mais aussi des coworkers. Et l'idée, c'était d'approcher l'entreprise, de rapprocher l'entreprise, parce que sur cet espace-là, on est sur les quartiers nord de Marseille, il y a 3000 entreprises sur la zone des Arnavants. Vous avez des entreprises qui peuvent être approchées par les habitants, mais on va plutôt privilégier le lien avec les salariés. Donc ce sont les salariés qui vont venir dans ce lieu-là, partager un repas, mais partager des expérimentations, créer, co-créer. Et donc c'était l'idée d'un lieu alternatif qui n'est pas réellement dans le travail, sauf l'espace coworking, mais où les habitants vont pouvoir enfin créer ce lien. Et donc l'originalité du dispositif, c'était effectivement de proposer aux différents participants à ce tiers-lieu, donc habitants, coworkers et salariés des entreprises environnantes, de réfléchir à ce que pourrait être un lieu de coworking, un tiers-lieu idéal. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme collaborative, immersive, sur le principe des réalités virtuelles en 3D, c'est-à-dire qu'ils ont créé un espace qui fait à peu près 6 hectares, où ils ont développé des espaces d'animation, de travail, de création, à la fois adaptés aux coworkers, aux habitants et à ses salariés pour faciliter des échanges. Et donc se pose dans le cas de cette expérimentation qui est un duplex, la question de cette tiers-lieu pour sa part virtuelle, donc qui est sur une plateforme immersive, dont on peut s'interroger peut-être si c'est un vrai tiers-lieu, puisque les gens n'y sont représentés que via leur avatar. Pourtant, il y a bien une animatrice qui anime ce lieu-là, un accueil, des collaborations organisées, du coworking accompagné, voilà. Donc la question reste ouverte. Mais alors, concrètement, comment se passe, par exemple, un coworking ou un travail collaboratif sur cette plateforme virtuelle? Les personnes qui travaillent en coworking vont pouvoir utiliser la plateforme pour montrer le travail qu'ils développent sur ce type de lieu. Donc ils vont représenter ça en 3D et vont pouvoir échanger avec des partenaires, soit qui font partie des autres coworkers, soit qui font partie d'autres espaces peut-être distants, puisque l'intérêt c'est que n'importe qui peut se connecter sur la plateforme tout autant qu'il accède à Internet, quel que soit le pays d'où il est. Donc là, d'un coup, on rompt avec la notion de distance et n'importe qui peut venir regarder ce que fait le coworker, l'aider, l'assister, et on essaie de caler sur ce principe-là ce qu'on appelle un réseau d'échange réciproque de savoir, c'est-à-dire inviter les gens à des collaborations en réciprocité solidaire pour qu'ils puissent s'entraider efficacement entre eux dans le développement de leur activité. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a l'idée, ou pas du tout, que ce lieu virtuel soit une préfiguration de quelque chose qui pourrait être concrétisé de manière physique ? Alors, effectivement, nous développons, dans le cadre d'une start-up que nous sommes en train de monter, qui s'appelle Immersive Collab, des solutions de collaboration à distance et des solutions d'éducation à distance en immersive 3D. Mais dans le cadre de cette expérimentation avec le tiers-lieu, la question reste entière de savoir si on pourrait imaginer un tiers-lieu qui ne soit non pas en duplex comme avec cette expérimentation avec l'association Arborescence sur Marseille, mais qui soit un tiers-lieu que virtuel.
et donc ça peut faire l'objet d'un débat. Est-ce qu'il est possible d'avoir un tiers-lieu qui soit exclusivement virtuel, même si on a un animateur, mais où les gens ne seraient en définitive représentés que par des avatars? Et je vous ai parlé tout à l'heure du CNRS, on a un programme de recherche sur ce qu'on appelle l'avatarisation, c'est-à-dire sur le fait de travailler, de créer ou d'apprendre par le biais d'un avatar, c'est-à-dire ce petit personnage numérique qui nous représente, puisque des travaux relativement récents montrent que le cerveau se laisse facilement prendre, on appelle ça un aller-retour entre empathie, sympathie, dans l'identification entre la personne et son avatar, et ça amène ce qu'on appelle la pédagogie augmentée, une cognition augmentée. Les gens apprennent et créent beaucoup plus efficacement avec un avatar dans ce type d'environnement qu'en situation réelle, ce qui est un petit peu étonnant, mais c'est le programme de recherche sur lequel nous sommes accompagnés. Oui, alors, effectivement, ce qu'on comprend, c'est que finalement, un tiers-lieu virtuel ne répond pas aux mêmes besoins qu'un tiers-lieu physique. Puisque, enfin voilà, là par exemple, il y a aujourd'hui, on ne sait pas. En tout cas, ces fonctions par rapport au développement cognitif, etc., tous les champs que ça ouvre dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que quand on parle des tiers-lieux pour les travailleurs numériques, en tout cas les gens qui travaillent avec un ordinateur, c'est souvent des lieux qui sont là pour répondre à un besoin de lien humain, justement, parce qu'on est un travailleur indépendant, qu'on travaille chez soi et qu'on en a marre finalement d'être face à sa cuisine ou à son chat, et qu'on aimerait aussi avoir des liens avec d'autres humains dans le travail. Donc je suppose que c'est aussi quelque chose qui est d'autant plus crucial en milieu rural. Alors je suppose que c'est une des raisons de la création de l'Atelier des Collines, c'est quand on est travailleur indépendant, mais en plus en milieu rural, on a encore plus besoin d'un espace où on puisse se retrouver et rencontrer d'autres personnes que sa famille ou ses proches, quoi. Oui, tout à fait. L'espace a été créé en imaginant, après l'étude que j'avais faite dans le cadre d'Agenda 21, d'une trentaine de personnes, aussi bien des télétravailleurs que des indépendants ou des auto-entrepreneurs. On arrive à avoir maintenant une douzaine de personnes utilisant l'atelier, ce qui représente à peu près 6 à 7, si je parle en équivalent temps plein en termes RH, puisque tout le monde ne vient pas tout le temps. Mais effectivement, parmi ces personnes, de nombreuses personnes vont venir chercher le petit déjeuner le matin, des repas partagés, la collaboration, comme je le disais tout à l'heure. Et effectivement, les personnes ne sont plus seules avec leur chat ou laissent les enfants à la crèche le matin pour venir réellement travailler au moins une demi-journée. Oui, d'accord. Alors, je me demandais, je voulais vous poser la question de savoir s'il y a un accompagnement des institutions et des collectivités par rapport à ces lieux qui se créent. Est-ce qu'il y a un soutien, des dispositifs de soutien qui existent? C'est pareil, en centre-ville et en milieu rural, c'est peut-être différent. Mais... Alors, il y a une volonté forte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accompagner ces projets qui sont des projets qui vont disséminer de bonnes pratiques, des usages, de l'appropriation du numérique au plus grand nombre. Il y a notamment un programme de labellisation des espaces régionaux Internet citoyens qui couvre un grand nombre de sites de tiers-lieux dans la région. Nous sommes labellisés et c'est un atout aussi pour créer de la dynamique de réseau. Ensuite, on est toujours à la recherche. Il faut savoir que le coworking n'est pas une activité rentable. C'est une activité, je dirais, plutôt de militance autour de nouvelles formes de travail, etc. Donc, en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'aller chercher, de mobiliser le savoir-faire dont nous disposons, de susciter des contributions, des collaborations des coworkers qui seront chez nous plutôt liés aux métiers créatifs et du numérique, et de les inviter à développer des projets qu'on peut soutenir ou sur lesquels on va chercher des aides. Donc en fait, la logique d'appui, elle est extrêmement importante pour nous du point de vue emblématique, parce que on a le sentiment de faire un travail dédié à une nouvelle réflexion citoyenne. C'est en tout cas c'est dans les valeurs du coworking et du tiers-lieu. Et on a un appui de la région PACA pour développer des programmes annuels. Et ensuite, tout se passe au niveau des services qu'on peut se rendre, de la logique de réseau, de la dynamique que ça crée et de la valeur créée pour la communauté des utilisateurs.
D'accord. Alors, la médiathèque, oui, là, c'est un acteur public, effectivement. Alors moi, j'aurais voulu deux choses. La première, c'est présenter la structure que je représente, parce que j'ai zappé votre question tout à l'heure. Et la seconde, c'est jeter un pavé dans la mare et dire, finalement, est-ce que le tiers-lieu virtuel est un tiers-lieu en soi? Et donc, je me permets de faire une réponse qui est personnelle. C'est qu'en fait, le tiers-lieu, il faut souvent l'appréhender de manière territoriale. C'est-à-dire qu'un tiers-lieu, il peut avoir plusieurs approches. Il peut avoir une approche très locale, il peut avoir une approche un peu élargie. Donc on peut par exemple partir d'associations locales sur une commune donnée. Après on peut élargir sur une communauté de communes, voire même une agglo. Et puis on peut arriver jusqu'à une internationalisation du tiers-lieu, si on prend par exemple le réseau des Fab Labs. Dans le cas du virtuel, c'est aussi une approche spatiale finalement. Et donc, en quoi le tiers-lieu virtuel ne serait pas un tiers-lieu tout court? Finalement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que voilà, la structure que je représente, c'est un concept qui a été amené en France, entre autres par une personne qui s'appelle Mathilde Servet, qui définit en fait le terme de bibliothèque troisième lieu comme étant un lieu de rencontre, de partage, d'échange, qui ferait peut-être référence aux maisons qu'on a connues d'éducation populaire il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, et qui aussi a une volonté forte de dynamiser comment on pourrait dire, les quartiers ou les structures qui sont autour. Oui, donc j'imagine que ça s'adresse, ou que c'est d'autant plus pertinent dans des zones où les services publics ou le tissu commercial, disons, est assez pauvre, soit en zone rurale, soit dans des zones urbaines prioritaires, par exemple. Oui, pas forcément, parce que si vous prenez par exemple le cas de la Méjane à Aix, elle se trouve quand même au cœur d'une cité assez importante. Après, ce qui est alors plutôt intéressant là, c'est comment on met en réseau ces bibliothèques et ces tiers-lieux ensemble. Voilà. Après, il y a la notion du numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins, même si elle existe toujours, de la fracture numérique. Il y a plutôt un accompagnement aux usages hauts, selon moi, qui est dû à la mobilité, aux terminaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tablettes et de smartphones, enfin de téléphones dits intelligents qui sont vendus plutôt que des ordinateurs. Donc comment on accompagne ces publics et en fait, la bibliothèque, c'est vrai, d'une manière générale, répond à toutes ces interrogations. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu à un moment donné l'arrivée du livre numérique dans la bibliothèque. Comment aussi on fait pour que les différents pôles d'une bibliothèque travaillent ensemble de manière transversale, et puis encore une fois répondre à des attentes d'usagers qui, chez eux, ont besoin de trier l'information, d'avoir des sites un peu références sur des sujets donnés. Par exemple, c'est un sujet actuel, la préparation au baccalauréat. Sur quel site je peux me diriger, quel accompagnement je peux avoir. Et peut-être pour ça, la bibliothèque, mais d'une manière un peu plus générale, le service public peut apporter des réponses. Oui. Pour lequel, pardon. Merci. Alors, juste une toute dernière question. Donc vous, évidemment, la vocation de beaucoup de vos lieux, c'est un accompagnement sur les questions numériques, l'usage du numérique, la médiation dans le cadre d'une médiathèque. Mais est-ce que finalement, cette question a été posée tout à l'heure pendant le premier débat, il y a aussi le problème aujourd'hui de le fait qu'on soit surexposé, sursollicité par les mails, par l'environnement numérique quand on est un travailleur, et est-ce qu'on n'a pas besoin de temps de travail déconnecté? Est-ce que c'est une demande que certaines personnes qui fréquentent vos lieux formulent, et est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'idée d'avoir finalement un lieu, peut-être une borne no Wi-Fi, sans connexion, pour des gens qui voudraient justement ne pas être connectés du tout à Internet? J'oublie de dire, excusez-moi. Voilà. J'oublie de dire que la bibliothèque de Pertuis, donc portée par le territoire du Pays d'Aix et plus largement par la métropole Aix-Marseille, aura en son sein un espace de coworking, un Fab Lab, une salle de médiation numérique, et donc voilà un ensemble de services, si vous voulez, qui sont relativement novateurs dans le paysage des bibliothèques. Oui, tout à fait, des nouvelles activités.
Donc, rapidement sur ce point, pour laisser la parole à mes collègues, là, non, on n'arrête jamais de la connexion Wi-Fi à la boîte, jamais. Mais il faut savoir que les occupants, les utilisateurs de tiers-lieux sont des gens qui gèrent, qui ont la maîtrise de leur temps de vie. Ils arrivent quand ils veulent, ils viennent plutôt chercher du relationnel, des idées, se lever quelques poids qu'ils ont parfois sur le cœur, parce que c'est pas toujours simple de travailler tout seul. Ils cherchent un lieu, ils cherchent un dispositif numérique et une communauté. Lorsqu'ils en ont assez, ils déconnectent, ils rentrent chez eux, où ils vont boire un café avec un autre coworker. Et la question de la connexion ne se pose absolument pas, mais un tiers-lieu, on le fréquente, en tout cas c'est comme ça chez nous, comme on veut, on vient le soir, la nuit, on a des gens qui ne travaillent que la nuit, on a des gens qui ne travaillent que le week-end, et après je dirais que c'est leur choix de vie qui domine, et leur capacité de résistance à l'appel du numérique. Donc la boîte est ouverte 24 heures sur 24 ? Alors, on a deux types d'utilisateurs, ce qu'on appelle les nomades, c'est-à-dire des coworkers qui viennent à la journée, à la demi-journée. Ceux-là sont tenus dans des contraintes d'ouverture-fermeture de 9h à 18h, voire plus tard, parce qu'on a 200 événements par an. Et on a ce qu'on appelle les résidents qui ont leurs clés. Alors, eux, ils viennent quand ils veulent, ils peuvent dormir sur place. Il y en a qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont là que le week-end. Voilà. Un petit peu la même chose pour l'atelier des collines, puisque chacun a sa clé et donc vient travailler, utiliser l'espace quand il le veut. On n'arrête pas le Wi-Fi non plus. Au contraire, on demande à avoir beaucoup de débit pour faire des visioconférences, pour faire des réunions téléphoniques à plusieurs. Il n'y a pas d'arrêt. Non, je n'ai pas senti cette demande-là ou ces remarques-là. J'imagine que c'est peut-être plutôt les travailleurs dans une entreprise en fait, qui ont ces besoins-là, alors qu'un travailleur indépendant va effectivement gérer de manière autonome gérer son temps pour le meilleur ou le pire. Mais... Quant à nous, les avatars de nos utilisateurs sont connectés, mais ils ne le savent pas. Ok. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre pour cette petite discussion. Voilà, on va continuer dans pas longtemps pour un deuxième thème. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.